Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la soirée de consultation publique en ce 1er novembre. Donc, on a plusieurs règlements, plusieurs projets de règlement, en fait, au niveau de la consultation publique de ce soir. Je vais signaler les présences des membres du conseil et des membres de l'équipe de direction. Donc, je vais commencer complètement à ma droite avec M. Pierre-Marc Bruno. Présent. OK. Ça avait dit, c'était dur à sortir. Il n'était pas sûr. T'es pas sûr de dire, je suis présent ou je suis pas présent? Hugo. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. On va aller complètement avec Mario. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Natalia qui est là. Vous êtes un peu partout dans la salle, là. C'est juste me mêler. Nancy, directrice générale, qui est juste là. Présent. Et Sophie, notre greffière. Présent. D'autres mondes de cachant quelque part que je ne vois pas, c'est beau. Alors, on va y aller tout de suite avec les projets de règlement qui sont en consultation publique de ce soir. Donc, c'est le numéro 1772-22, le 1773-22, le 1779-22, le 1781-22, le 1782-22, le 1784-22, le 1785-22, et c'est tout. C'était le dernier, donc il y en a quand même plusieurs. Donc, je vais céder la parole en ce moment à M. Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint de l'aménagement du territoire. Pierre-Marc, que je vais te donner ça, ça va être plus près. Merci, M. Boyer. Donc, oui, plusieurs consultations publiques ce soir. Donc, des consultations publiques qui devaient avoir lieu au début d'octobre aussi, que bon, la séance de consultation n'avait pas pu être tenue le mois dernier. Donc, on a les projets de règlement qui étaient supposés être présentés au mois d'octobre et ceux de novembre, évidemment. Donc, c'est ce qui explique aussi la quantité de règlements le plus grande qu'à l'habitude. Donc, si nous débutons par le projet de règlement 1772-22, petit projet de règlement super simple, c'est d'ajuster deux définitions là, dans la terminologie de notre règlement de zonage. C'était des définitions qu'on n'avait pas. Puis que, bon, on devait traiter certains dossiers à ce niveau-là, mais on n'avait pas le vocabulaire pour appliquer un règlement. On parlait des cours anglaises, qui est comme je vous dis, là, qui est une espèce de contrebas au niveau du sol là, qui donne accès à un bâtiment. Donc, cette définition-là de cours anglaises, on ne l'avait pas. Donc, ça devenait difficile pour nous d'autoriser des cours anglaises si bon, notre règlement prévoit rien à cet effet-là. Puis, l'autre définition, c'est un produit qu'on a reçu récemment qui va être possiblement présenté dans les prochains mois, qui est l'habitation bifamiliale jumelée. Donc, un duplex horizontal, donc deux unités, une à côté de l'autre, mais jumelées à un autre duplex qui est à l'horizontale. Donc, le duplex classique se veut vertical. On n'est pas là avec ce type de produit-là. On parle plus de 4 unités tout au long, mais sur 2 terrains. Donc, 2 unités par terrain. C'est un type de produit qu'on n'avait pas prévu dans nos règlements, mais qui nous a été présenté récemment, puis comme je dis, qui va cheminer là, à travers là, les différents processus qui sont en place au niveau de la ville. Donc, le 1772-22 consistait à ce simple ajustement-là dans notre définition au niveau de notre règlement de zonage. Donc, est-ce qu'il y a des questions, quelqu'un, ou demande de précision ou quoi que ce soit? Non. David, je mentionne que le projet ne contient pas de dispositions comme un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, prochain projet de règlement, le 1773-22, qui se veut un projet de règlement là, un petit peu plus costaud, là, qui englobe certaines choses au niveau de notre chapitre sur les usages d'habitation. Donc, dans ce projet de règlement-là, on va modifier certaines normes d'implantation relativement aux vérandas, abroger les normes concernant les galeries couvertes et emmurées, ajuster la superficie de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain, ajuster certaines normes concernant les gazebos, même ajustement concernant les foyers extérieurs, les centres de conditionnement physique, ça je vous expliquerai dans quel contexte aussi, puis ajuster certaines normes concernant les zones tampons. Donc, dans le détail, puis ça, en passant, on parle de tout type, c'est pas précis à un secteur, on parle de l'ensemble du territoire de la ville, puisque ça peut être applicable, puis évidemment, selon le type d'habitation là, qui est applicable aussi dans certains cas. Donc, avant d'exiger qu'une véranda soit à 6 mètres de limite de propriété, on réduit cette distance-là à 3 mètres, donc on parle quand même de passer de 18 pieds à 10 pieds, ce qui est plus dans les normes d'aujourd'hui. Abréation des normes concernant les galeries couvertes et emmurées, c'est qu'on avait deux régimes. On avait un régime réglementaire pour les galeries. Puis si quelqu'un voulait se faire un toit, il était plus conforme.
Donc, il y a eu une espèce d'harmonisation de tout ça. Puis le choix qui a été fait, c'est de mêler les normes de galerie. Puis ceux qui voudront les emmurer ou leur construire un toit, bien, ils pourront le faire plus tard. Là. Après ça, pour les classes d'usage unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et les maisons mobiles, parce qu'on a des maisons mobiles sur le territoire aussi à certains endroits. La superficie maximale d'un bâtiment accessoire est établie à 15% de la superficie du terrain. Auparavant, c'était 10, mais on a rencontré plusieurs problèmes dans les dernières années. Là, bon, vous savez, toutes les tendances d'outdooring, tout ça, les gens vivent plus dans leur cours qu'avant. Le 10% était très restrictif, on l'a monté à 15% parce que souvent on finissait entre 10 et 15 au niveau des superficies qu'on avait à dealer avec les demandeurs. Là. Sinon, permettre 2 constructions permanentes de type pavillon, gazebo, pergola ou kiosque dans les classes d'habitation, encore une fois, unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales. À moins que celui-ci soit retiré à la fin de la saison estivale. Quelqu'un qui voulait dans sa cour avoir un pavillon puis un gazebo. Ça, comme exemple, une pergola et un gazebo ne pouvait pas, devait choisir entre les deux, alors qu'il y avait la place pour le faire les deux. Puis ce qu'on vient de dire, si les temporaires ne sont pas comptabilisés là-dedans, là, ceux qui sont démontables à la fin de la saison ne sont pas comptabilisés dans le nombre de 2. Donc c'est ce qui vient changer à ce niveau-là aussi. Toujours un petit ajout permet que les foyers au gaz ou les foyers à combustion lente puissent être installés en dessous d'un gazebo ou d'une pergola, ce qu'on ne permettait pas avant. Sinon, exclure les poulaillers du maximum d'abris pour animaux. On a certaines dispositions qui concernent les abris pour animaux dans les cours, mais là, maintenant, avec notre règlement sur les pôles urbaines, on l'a sorti du zonage pour ne pas avoir 2 régimes réglementaires à appliquer, que si on modifie un règlement ou l'autre, un ne suive pas l'autre. Donc, les poules, on les gère à part dans un autre règlement, comme vous savez. Sinon, permettre qu'un spa de moins de 2000 litres soit adjacent à un bâtiment principal. Donc, les spas de 2000 litres, c'est de 2000 litres ou moins, c'est des plus petits spas. On va voir ça souvent sur les propriétés avec des plus petits terrains. On ne permettait pas que les gens collent ça sur la maison. Je veux dire, ces spas-là sont conçus pour sont conçus pour être implantés un petit peu partout. Donc, coller sur la maison, il n'y a pas d'impact au niveau là, de la nuisance au niveau des voisins. Puis, abrogation de la sous-section concernant l'éclairage extérieur, que ça aussi, c'est déjà géré par un autre règlement, qui est notre règlement sur les nuisances. Là, donc, on va tout consigner ça dans un seul règlement au niveau de l'éclairage extérieur. Si je poursuis avec la deuxième partie de ce projet de règlement-là, abroger le fait qu'un bâtiment accessoire ne peut servir de lien entre le logement principal et le logement additionnel. On a eu à traiter de ce type de cas-là dernièrement. Permettre les centres de conditionnement physique comme usage accessoire pour les habitations de 9 logements et plus, donc les grosses habitations multifamiliales. On n'autorisait pas les centres de conditionnement physique pour ceux qui voulaient en implanter un à l'intérieur, puis c'est des types de demandes qu'on commence à voir. Fait que, écoutez, quand on s'en est aperçu de ça, on a soumis une proposition de modification de règlement pour favoriser ça. Abroger la possibilité qu'une année d'accès dérogatoire peut être autorisée par le règlement sur les PIA. Le bon véhicule pour ça, c'est la dérogation mineure. Comme vous savez, donc, il y avait une petite coquille qui restait dans notre règlement à ce niveau-là. On avait aussi à différents endroits différentes normes concernant le triangle de visibilité. On a pris la norme qui est la plus fréquente, qui est à 7,5 mètres. On a uniformisé ça dans notre règlement, d'où ces changements-là. On avait aussi un petit complet de notre règlement sur les nuisances. Comme je vous dis, un règlement disait que le terrain devait être propre et bien entretenu au niveau de nos nuisances. Dans le zonage, on disait que le terrain devait être coupé clean cut sans mauvaise herbe. On a pris la version du règlement sur les nuisances, que vous dit qui exactement autorise les mauvaises herbes, ou ne nécessite pas une coupe agressive en tout temps. Puis, ça va un peu dans la foulée du défi pissenlit et tout ça, donc on devrait harmoniser ça en conséquence. Au niveau des normes de bandes tampons, de zones tampons, on va voir ça dans les cas qui nous préoccupent, c'est les habitations multifamiliales qui cohabitent avec des habitations unifamiliales, des bungalows ou des cottages. On vient raffiner vraiment dans ce projet de règlement-là comment une bande tampon doit être faite. On a différentes options. Puis aussi, c'est quoi le gabarit de la zone tampon, là, je veux dire, on le traite en PIA déjà, mais on vient jeter des bases plus solides au niveau de notre règlement de zonage, justement parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis comme je vous dis, on veut que la cohabitation entre ces différentes habitations-là se passe bien. Puis, on veut préciser qu'une roulotte, une tente roulotte, tout ce qui est véhicule récréatif peut être stationné dans une aire de stationnement, même si c'est devant la maison.
Jusqu'à aujourd'hui, nos règlements l'interdisaient. Vous savez, la réalité maintenant, c'est que ça, les gens qui ont les véhicules réactifs, souvent vont stationner dans leur entrée devant leur maison ou sur le côté de la maison si on sont sur un coin de rue. C'est quelque chose qu'on ne permettait pas auparavant. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour ce deuxième projet de règlement? Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 et 22. Je vais lire le texte qui explique la nature et les modalités d'exercice pour demander que le règlement contenant des dispositions soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter. Je vais le lire une fois, ça va être applicable pour tous les règlements qui ont des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Il est donc possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets des règlements de zonage ou lotissement. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil va adopter un second projet de règlement incluant, s'il y a lieu, des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant, entre autres, l'objet de dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande afin que le règlement contenant la disposition visée soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, soit être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter et enfin la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Donc, on poursuit avec le projet de règlement? Oui. Donc, le 1779-22. Donc, ça veut un autre projet de règlement au niveau de la réglementation du zonage. Le précédent projet que vous avez vu, comme je vous dis, était censé être présenté en octobre. Celui-là avait été prêt pour cette séance-ci. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 modifications, là, une à la suite de l'autre, au niveau du règlement de zonage. Le principal but de ce projet de règlement-là, qui est le 1779, c'est de permettre une entrée charretière plus large pour certaines résidences en zone agricole, modifier un certain nombre de stationnements souterrains, ajouter des normes sur les garages isolés en zone agricole pour les usages résidentiels, puis ajouter des normes sur les plateformes élévatrices qu'on ne permettait pas auparavant sur les maisons unifamiliales. Donc, favoriser l'accessibilité universelle à certaines résidences. Parfois, au lieu de construire une gigarampe d'accès à une maison en cours avant, c'est des demandes qu'on soit de plus en plus fréquemment d'installer une plateforme élévatrice devant la maison. Prend moins de place, c'est plus esthétique, puis ça permet aux gens des fois d'accéder plus facilement que forcer à bras là, pour monter une pente. Là. Donc, si on y va un petit peu plus dans le détail, donc c'est d'autoriser et d'ajouter des normes concernant les plateformes élévatrices, comme je vous disais, les monts de personnes, tout ça. Enlever aussi la possibilité pour une construction accessoire communicante avec le bâtiment principal d'empiéter dans les marges avant secondaires et latérales. Donc, on avait certains problèmes d'empiètement ou de pièces habitables carrément qui se ramassaient trop près des limites de propriété ou des coins de rue ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qu'on est venu ajuster. Autre ajustement, c'est concernant les 2 prochains ajustements concernant les propriétés résidentielles en milieu agricole. Auparavant, notre règlement prévoyait les mêmes normes de stationnement au certain nombre résidentiel pour quelqu'un qui avait un terrain de 5 000 pieds carrés dans la zone urbaine, puis quelqu'un qui avait 35 000 pieds carrés dans la zone agricole. Donc, par ces modifications-là, un des premiers points, c'est d'autoriser des entrées charretières de 10 mètres de large, donc de 30 pieds plutôt que de 7 mètres. Puis, la seule condition qui serait assujettie, c'est que tu peux avoir jusqu'à 10 mètres de large pour une entrée ou une aire de stationnement, c'est que ton terrain fasse 30 mètres de large également, pour pas qu'on se ramasse non plus avec
un terrain de 15 mètres en zone agricole de large, ça existe dans certains cas, et une entrée de 10 mètres. Donc, si tu as 30 mètres de large, ben, tu peux aller plus grand que la norme qui est prévue, là, la norme générale qui est plus applicable en zone urbaine. Sinon, au niveau des garages en zone agricole, on propose de paramétrer ça aussi en fonction de la grandeur du terrain des gens. Donc, pour les terrains de 3000 m² et moins, c'est ça de conserver ça à 75 m² pour une superficie de garage. Tandis que les terrains de 3000 m² et plus, donc quand tu as 30 000 pieds, tu peux aller beaucoup plus grand. Donc, on parle de 112 m² là, sans toutefois excéder 3% de la superficie du terrain. Donc, ça rend nos discussions avec d'autres municipalités environnantes, d'autres municipalités semi-agricoles urbaines, qu'on en est venu à ce consensus-là, puis à dire, bon... Excuse-moi, Pierre-Marc, oui. tu es en train de dire 3000 m². Tu laisses la même grandeur, c'est ça? Il faudrait que je vous sorte la norme pour le urbain, on l'a-tu proche, Hugo? Mais je pense que c'est ça. À 75 m²? OK. Je vais le regarder, je vais le sortir. Puis autoriser des garages à 3 mètres du bâtiment principal ou à 2 mètres de limite de terrain, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour ce projet de règlement? Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 à 6. Donc, on peut enchaîner avec le prochain. Là, vous remarquez qu'on est passé du projet de règlement 1779 à 1781. Le 1780-22 étant celui là, sur le nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles, tout ça qui est en démarche de modification aussi. Donc, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Il y a un lien à faire là, dans les projets de règlement qui s'en viennent par rapport au projet de règlement 1780. Donc, au niveau du 1781, là, on amène certaines dispositions dans notre règlement de zonage concernant justement là, les normes sur l'entreposage des matières résiduelles, donc pas sur la gestion des matières, mais vraiment sur l'entreposage des normes. Puis, c'est d'ajouter certains éléments qui sont en concordance avec l'autre règlement que je parlais, qui est en cours d'adoption. Puis, modifier les normes concernant les abris ou enclos pour conteneurs en matières résiduelles afin que l'application soit gérée selon le règlement relatif, comme je vous disais, à l'enlèvement des déchets domestiques, des matières organiques et des matières recyclables. Donc, très simple, on rattache le règlement de zonage à ce règlement-là, comme je dis, pour qu'on n'ait pas à modifier tout le temps les deux en simultané. Puis, évidemment, nos dispositions qui étaient obsolètes dans notre règlement de zonage, bien, on les abroge, comme je dis, pour se référer à ce règlement-là municipal là, qui est en cours d'adoption au niveau de la gestion des matières résiduelles. Est-ce qu'il y a des questions? Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1 à 9. OK. Donc, le projet de règlement 1782-22, c'est l'avant-dernier, je vous rassure. C'est un petit peu plus costaud, par contre. Non, excusez-moi, non, c'est pas l'avant-dernier, désolé de vous décevoir. Faut jouer. On a encore quelques-uns. Il en reste 3. Oui, quand même. Oui. On va en aller déjà. Ouais. Vous savez, monsieur le maire, je ne suis pas quelqu'un de chiffre. Donc, c'est au niveau de notre règlement sur les PIA, je vous parlais de matières résiduelles au niveau de notre règlement de zonage, nos règlements municipaux. Vous savez, les nouveaux projets qu'on déploie sur le territoire, ben, il y a une gestion à faire aussi par PIA avec nos promoteurs, parce que ce n'est pas tous les terrains qui sont faciles à développer nécessairement. Puis, c'est l'approche qui a été véhiculée plutôt que d'y aller par zonage. Donc, on met à jour les objectifs et critères de ce règlement-là en lien avec ça. Puis, on ajoute aussi une section concernant les aires d'entreposage et des contenants sanitaires, tout ça. Ah bon? Donc, comme je vous disais, là, le résumé et le règlement, c'est un peu les deux mêmes choses. Comme je disais, on ajoute des critères parce qu'on passe ces éléments-là. Puis, au niveau de l'aménagement des projets, en ce qui concerne les espaces d'entreposage de matières résiduelles. Donc, est-ce qu'il y a des questions? T'es gros, celui-là. Oui. Le projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, le projet de règlement 1784-22, lui est un petit peu plus costaud. On n'est pas dans le zonage ou quoi que ce soit, c'est le règlement de construction. Donc, règlement de construction un petit peu plus technique, règlement aussi en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il
Il n'y a pas de dérogations mineures qui sont donnables sur ce règlement-là. Donc, c'est un cadre un petit peu plus ferme. C'est un règlement qu'on avait fait un omnibus en 2019, donc 1 an avant la pandémie. Il y avait une bonne mise à jour qui avait été faite. Il y a eu d'autres cas de figure qu'on a rencontrés en cours de route. Il y a aussi certaines technologies qui ont évolué, d'autres problématiques qu'on a rencontrées sur le terrain. Donc, ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis à jour ce règlement-là, qui est principalement aussi utilisé par nos inspecteurs en bâtiment, mais par les professionnels aussi des citoyens. Donc, principalement, le but, écoutez, je vais énumérer, là, ça va aller. Il y en a quand même plusieurs. Oui, il y en a quand même plusieurs, puis écoutez, faut le faire. Passage obligé. Donc, d'ajouter une disposition relative à la responsabilité des propriétaires ou donc rendre les propriétaires imputables de se conformer lorsqu'ils font des travaux. Ça, on n'avait pas ça auparavant. Modifier les dispositions relatives à certaines fondations. Modifier les dispositions relatives pour les accès au logement. D'abroger les dispositions relatives au niveau de plancher par rapport à la rue. Modifier les dispositions relatives aux garde-corps. De modifier les dispositions relatives aux eaux de ruissellement du toit, d'ajouter des dispositions concernant la hauteur des plafonds et les taux de fenestration dans les espaces habitables en sous-sol, peu importe le type d'habitation. D'abroger les dispositions relatives au délai de conformité des constructions, modifier les dispositions relatives à la sécurité sur un chantier de démolition, modifier les dispositions relatives à la propriété des terrains, d'ajouter les garages attenants intégrés au bâtiment assujettis à des dispositions relatives aux bâtiments accessoires attenants, de modifier les pouvoirs du fonctionnaire désigné concernant la remise en état ou la remise en bon état d'un bâtiment, de modifier les dispositions relatives aux installations septiques désaffectées, d'ajouter les dispositions relatives à la démolition des piscines creusées. Donc, c'était le résumé. Maintenant, dans le détail. Donc, on inclut des précisions quant à l'application des lois et règlements, comme je disais, des paliers supérieurs. On précise que ça doit s'il y a des lois dans des paliers supérieurs comme le gouvernement provincial, fédéral, ça continue de s'appliquer. Notre règlement ne supplante pas ces paliers-là. L'ajout d'un article concernant les responsabilités du propriétaire, comme je disais, que le propriétaire soit responsable de ses travaux, ce n'était pas prescrit avant. Ajouter un article sur la responsabilité professionnelle des consultants, des demandeurs. Ajouter un article permettant l'accès à un logement additionnel par l'intermédiaire d'un garage attenant ou intégré. Donc, il y a cet ajout-là qui est fait. L'ajout d'un article qui amène des normes concernant les moyens d'évacuation d'un logement. Ajout de précision concernant les agrandissements en rez-de-chaussée de moins de 25 mètres carrés en cour arrière pour les bâtiments principaux. Donc, permettre certains agrandissements sur pilotis et non tout simplement en fondation continue. Ajouter les normes concernant les bâtiments principaux érigés sur dalles sur sol, béton coulé ou préfabriqués, appuyés sur des PVC ou des pilotis, c'est ce que je vous expliquais. Puis ajout de normes pour les constructions accessoires attenantes au bâtiment principal. Ça fait beaucoup de stock. Juste vous dire que le projet de règlement est accessible là, au niveau de sur le site internet, au niveau de l'hôtel de ville, si vous voulez ça plus dans le détail, au niveau des termes, des normes plus précises à cet effet-là. Si vous voulez ça à la virgule près, puis comme je vous dis, tout ça est accessible facilement là, auprès du site internet de la ville. Donc, je poursuis. Donc, ajout de normes supérieures au code de construction concernant la fenestration plus grande pour les espaces de vie en sous-sol. Donc, on ajoute aussi des normes concernant les margelles pour les fenêtres au sous-sol, ajouter des normes concernant les revêtements extérieurs incombustibles, exiger une hauteur de plafond de 2,1 m pour les espaces d'habitation en sous-sol. Donc, aussi, ajout de normes concernant les galeries, perrons, escaliers, balcons, concernant les éléments de fixation de sécurité de l'usager. Ça, c'est surtout, comme je vous disais, concernant les garde-corps. Ajout de normes concernant les eaux de ruissellement du toit, ce qu'on n'avait pas auparavant. Ajout de mesures de sécurité concernant la démolition de bâtiments afin de sécuriser le site. Je veux dire, on a des bâtiments qui sont démolis, il y a eu certains enjeux récemment au niveau de la sécurité puis l'accès à ces sites-là. Donc, on vient de baliser plus clairement. Ajout de normes de sécurité pour la construction d'une piscine creusée, même chose. Les gens pouvaient démolir une piscine creusée puis laisser ça dans cet état-là sans restaurer leur cour arrière, donc dans les débris de béton, tout ça. Puis ajout de normes de conception concernant les toitures communes pour un bâtiment principal et un bâtiment accessoire. Dernière diapositive au niveau des modifications. Excusez, je reprends mon ajout de normes concernant le pouvoir discrétionnaire d'un fonctionnaire désigné
afin de s'assurer que l'état de la salubrité d'une bâtisse en engageant un professionnel approprié et compétent en la matière. Donc, donner le pouvoir, comme je dis, aux inspecteurs en bâtiment de pouvoir donner le mandat à différents professionnels, justement pour éviter des fois certaines catastrophes en matière de salubrité ou d'état d'immeuble. Ajout de disposition contre le fait de retirer un réservoir souterrain désaffecté avec une autorisation gouvernementale, quand même important. Ajout de normes concernant la démolition de piscines creusées, j'en parlais tantôt. Ajouter des normes concernant le pouvoir du fonctionnaire désigné en ce qui concerne les constructions dangereuses. Tantôt, je parlais de salubrité, tout ça. Là, c'est la même chose, mais au niveau des constructions dangereuses. Puis, ajout de normes de sécurité pour les fondations à ciel ouvert qui doivent être entourées d'une clôture. On l'a vu dans certains projets, les fondations restent là pendant des mois, le temps que les charpentes arrivent. Mais ces sites-là doivent demeurer sécurisés en tout temps. Est-ce qu'il y a des questions? Le projet ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d'approbation réglementaire. Je sais que ça fait beaucoup de choses. Je vous invite à consulter le règlement sur le site Internet. Faire une meilleure tête là-dessus, parce que quand c'est énuméré comme ça dans un bloc, c'est quand même beaucoup de choses. Ce sont tous des éléments qu'on devait passer en réglementation. Exactement, qu'on accumule depuis un certain temps, comme je vous dis, parce que c'est un règlement qu'on ne modifie pas souvent. Puis quand il faut être là dans le coup, c'est qu'on le modifie, comme je vous dis, parce que c'est un règlement qui n'est pas admissible à une dérogation mineure ou quoi que ce soit. Donc, dernier projet de règlement de la soirée déjà. Donc, le 1785-22. Ça concerne un secteur bien précis de la ville qui est la zone CGS 102, qui est tout le Smart Center juste ici adjacent au pavillon de la biodiversité. Donc, on a eu une demande de Smart Center, comme vous savez, dans les derniers mois, pour faire du redéveloppement partiel de cet ensemble commercial-là. Vous savez, là, le commerce de détail a évolué grandement, surtout dans je vous dirais, les 2 à 3 dernières années avec la pandémie, tout ça. Smart Center cherche à revaloriser ça, c'est sûr, rentabiliser aussi l'espace. Il y a un besoin en matière d'habitation aussi. Donc, c'est pourquoi ils nous ont soumis une demande pour que le zonage puisse être porté à 12 étages d'une part. Puis, il y a toujours un règlement sur les PA aussi qui s'applique pour l'intégration, justement, d'un volume de 12 étages advenant que ce soit ça qui nous soit présenté, puis aussi permettre des bâtiments mixtes. Donc, quand on parle des usages H4, on parle de multifamilial. Puis, qu'est-ce qu'on parle de C1, C2, C3, C4? On parle de commerce de détail, services professionnels, restauration, divertissement. Donc, quand je parle de divertissement, c'est des commerces pour se récréer, là. Je ne parle pas d'une piste de karting nécessairement, là, c'est pas dans cette classe-là. Donc, Smart Center veut revaloriser ce site-là. C'est sûr que des bâtiments là, de 12 étages, c'est hors norme. Donc, c'était difficile pour nous de s'aventurer dans une hauteur en mètres précise à prescrire. Donc, c'est 12 étages qui est autorisé. Puis, comme je dis, Smart Center cherche à donner un électrochoc. C'est où il y a le pôle Léo du côté de Sainte-Catherine qui est en redéveloppement, qui va faire une clientèle intéressante pour le Smart Center, mais aussi avoir un bassin de consommateurs à même leur propriété pour venir dans les commerces de proximité, là, juste au pied du bâtiment. Mais c'est ce qui est recherché dans cette démarche-là par Smart Center, qui font déjà ça d'ailleurs sur la Rive-Nord, à Laval, puis en Ontario notamment dans la région de Toronto. Oui, sur la Rive-Nord, je faisais allusion à Mascouche, oui. Donc, c'est sûr que ce projet de règlement-là, il y a des personnes intéressées, des personnes habiles à voter là, qui peuvent déposer une demande. Donc, c'est tous ceux là, que sur le plan que vous voyez à l'écran présentement, la personne concernée dans la zone CGS 102, c'est Smart Center, Walmart, Home Depot. Puis sinon, là, les zones que vous voyez en vert, c'est des zones là, qui sont contiguës au projet de modification réglementaire là, qui consiste principalement là, pratiquement à l'entièreté du secteur des M, là, puis la propriété de Ventrum là, qui est au niveau, qui est son voisin commercial à ce niveau. Donc, petit aperçu rapide, là, comme je disais, c'est la modification de la grille. Je vous en ai parlé aussi par rapport à tout ça. Autre petite subtilité qui est retirée, c'est les fameux COSCES. La MRC, ceux qui sont sur le CCU, qui ont fait attention à ça, les rapports plancher-terrain, on demandait 25% d'emprise au sol, puis des ratios d'occupation de 0,45 par rapport à la superficie du terrain. C'est quelque chose qui avait été imposé par la MRC lors de l'exercice de concordance avec l'entrée en vigueur du PMAD. Les villes de la MRC de Roussillon, on a démontré à la MRC que cette norme-là que la MRC a imposée à ces villes, oui, c'était une bonne vertu, mais dans les faits, sur le terrain, c'est quelque chose qui n'est pas praticable dès que tu as un terrain qui est moindrement irrégulier. Donc, les villes ont poussé au niveau de la MRC. La MRC a retiré cette obligation-là dans son règlement 228. Puis
tant qu'à aller jouer dans cette zone-là, qu'il y avait cette chose-là, ben, on vient tout de suite le retirer, mais dans les prochains mois, vous allez voir, là, il va y avoir un gros projet de règlement qui va être déposé. Il y a une centaine de zones sur le territoire qui étaient impactées là, par les cas sur les caisses en bière là, devant la MRC. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir plus tard là, cet automne, cet hiver, mais présentement, on en a profité pour la CGS 102 pour le faire parce qu'on jouait dans cette zone-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Donc, aucune question sur l'ensemble. Je sais que ça fait beaucoup de choses en même temps ce soir. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir sur le site Internet, là, prendre connaissance vraiment de tous les documents. Et puis, les gens qui nous écoutent, bien, faites la même chose, il n'y a pas de problème. Alors, et puis, s'il y a des questions relativement à ça, mais juste, n'hésitez pas à nous les envoyer. Le département de l'aménagement du territoire va se faire un plaisir d'y répondre. Donc, merci beaucoup Pierre-Marc et Hugo pour votre présentation. Et merci beaucoup tout le monde d'avoir été ici ce soir pour cette consultation publique pour ces projets de règlement. Alors, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Bye bye tout le monde.